bienvenue dans un tout nouveau vlog que j'inaugure en ce charmant lundi bien ensoleillé et bien bruyant. Ça s'active, la nature s'éveille. Moi j'habite en campagne, donc vous allez sans doute entendre beaucoup de gros bruits. Ce sont des machineries agricoles qui s'affairent à préparer les champs pour nourrir les gens de ce côté-ci de la rive du fleuve. Alors, bien voilà, donc on commence ce nouveau vlog. J'ai déjà une lecture en cours. Il s'agit de un livre pour lequel que j'hésite encore à terminer, mais là, je pense que je suis rendue à 42%, je vais le finir. Donc, c'est The Paris Library. Je vais vous mettre la petite vignette parce que j'arrive jamais à me souvenir ou prononcer correctement le nom de l'autrice. Pour rappel, c'est une histoire qui se passe à Paris, sans surprise. En fait, c'est une histoire qui se déroule dans deux temporalités. Donc, à Paris au début de la Deuxième Guerre mondiale et aux États-Unis en 1983-84. Donc, on va suivre... là, au départ, on semblait suivre deux narrateurs. Donc, Odile, qui est une Française qu'on va suivre plus en 1939, qui a étudié, qui essaie de s'émanciper malgré le fait que ses parents sont très protecteurs et très interventionnistes, disons, et qui voient d'un très mauvais œil que leur fille veuille travailler. Donc, elle a fait des études en bibliothéconomie et devient finalement bibliothécaire à l'American Library in Paris. Et c'est comme un peu son rêve depuis toujours, puis elle y parvient. Et on va la suivre évoluer, on va la voir évoluer, pardon, au sein de l'équipe de l'American Library. On va évidemment suivre également ses émois de jeune femme en quête d'un amour, sa relation avec son frère jumeau, avec ses parents, ses amis. Et on va voir jusqu'à maintenant, en tout cas, l'arrivée de la Deuxième Guerre mondiale, pardon, qui va s'emmener et les impacts que ça peut avoir sur l'American Library et les proches des gens qui vont aller s'enrôler, des gens qui vont être, j'ai juste drafté, des gens qui vont être conscrits, voilà, pour aller à la guerre. Et dans une autre temporalité, on va suivre une famille, donc une jeune fille de, je crois, 10-11 ans, qui habite dans une petite municipalité américaine très typique et très conservatrice, disons. Et elle va, malheureusement, sa mère va être très malade alors qu'elle est très jeune et elle va se lier d'amitié avec une voisine dont personne ne connaît vraiment bien son passé. Et elle va vraiment être attirée par ça parce qu'on sait qu'elle est française. Et on finit par comprendre qu'elle se prénomme Odile. Donc, il n'y a pas vraiment de lien encore apparent qui semble être fait dans ces deux temporalités-là, mais on a comme une intuition potentiellement qu'il va en avoir plus. Et là, rendu à la mi-livre, je me rends compte qu'il y a un troisième narrateur, une narratrice plutôt, qui va entrer en ligne de compte, c'est-à-dire Miss Reader, qui est la directrice de l'American Library in Paris. Oui, elle s'appelle Miss Reader. Je vous rappelle que ça a été inspiré, ce livre-là, de faits réels, en fait, peut-être pas de personnages réels, mais de faits réels, donc de l'implication et de l'impact qu'a eu l'équipe de l'American Library in Paris pendant la Deuxième Guerre mondiale. En lien avec la résistance. Donc, j'en dis pas plus parce que je sais pas là, si ça va divulgacher quoi que ce soit d'autre. Donc, voilà où j'en suis. Je l'ai en lecture audio. Ce que je vous disais dans le vlog précédent, c'est que je trouve des fois le ton un peu gnangnan. Donc, ça me désole parce que c'est un contexte qui m'intéresse fortement, bien sûr, par des formations professionnelles, mais par intérêt réel. L'impact des bibliothèques dans une société, l'impact des bibliothèques dans une société en guerre. Et j'aime bien quand c'est un roman à plusieurs narrateurs. Là, je voyais qu'il y avait plusieurs temporalités, c'est intéressant. C'est juste que je trouvais encore qu'il y avait la romance qui arrivait. Puis bon, ça va, ça me faisait juste penser comme un peu à Régine Desforges, rendu là, tu sais, la bicyclette bleue. C'est que des fois, c'est pas au point de Régine Desforges, là, quand même. Mais des fois, j'ai l'impression que c'est comme saupoudré là. Puis pour le moment, ça semble un peu plaqué. Mais peut-être que ça va se développer par la suite puis que je vais comprendre pourquoi c'est là. Je me rends compte que j'ai pas une très grande tolérance à ça. Mais bon, pour le moment, j'apprécie beaucoup les moments qui se passent dans la bibliothèque. J'apprécie beaucoup les moments qui font référence justement à des données historiques. Et j'aime beaucoup les personnages. Les personnages sont bien développés quand même. On est un petit peu dans certaines fois dans les archétypes, mais c'est pas trop lourd quand même. Puis la place est quand même faite grandement à ce qui se passe dans la société, donc ça me plaît bien. Donc voilà, je vais la poursuivre. Sinon, cette semaine, qu'est-ce que je vais lire? Aucune idée. Je sens que je vais encore avoir une semaine occupée, donc aucune idée. Je vais essayer de me trouver
des lectures audio une fois que j'aurai terminé The Paris Library. Des lectures audio plus courtes. J'avais vu passer Post-it, je crois, je me trompe toujours entre les deux autrices. C'est ça, Pascal Ouelelmi ou Audrey Ouelelmi. Je vais mettre la couverture ici. Ça semblait intéressant. Je trouve que c'était comme ça me fait penser à Oh Boy de Marie-Aude Muraille. Ça semblait une fratrie, dans le fond, qui doit évoluer seule puis qui essaie de tout faire en sorte pour que les gens les envoient pas dans sa marge à la DPJ puis qu'ils les séparent. Donc, de ce que je comprends dans la quatrième de couverture, il y a des post-it un peu partout pour se rappeler les bonnes actions à prendre au quotidien. Donc ça me tentait peut-être, c'est une petite lecture de comme 3h30, donc ça se peut que j'ose cette lecture-là. Donc je vais voir, peut-être que je vais collectionner les petites lectures audio plutôt qu'une longue lecture audio au long cours. Puis j'aimerais ça aussi si j'y arrive parce que je sais pas si je vais avoir le temps, mais bon, j'aimerais ça lire mon premier polar nordique, puis j'hésite en fait, j'ai encore mon fameux Elma de Eva Björg, Aegis de Tyr. Sinon, j'aurais peut-être le goût de commencer un Camilla Lackberg. J'écoutais la librairie de... Faut que je retrouve le handle sur YouTube. Je vais vous le mettre, la chaîne. La librairie de Laurie, je crois. Donc, c'est une libraire en France qui a fait une petite vidéo sur justement le polar nordique puis ce qui le caractérise. Bon, selon elle. Puis je trouve ça intéressant parce qu'elle semblait dire que le Camilla Lackberg, même si c'est sûr que le polar nordique, c'est toujours grinçant, puis moi j'ai toujours peur un peu parce que qu'est-ce qui sonne comme ça m'atteint vraiment beaucoup. Mais elle semblait dire que c'était quand même pas trop sanguinolent. Donc là, peut-être que je me dis, peut-être que je ferais commencer un Camilla Lackberg. Bon, ça fait longtemps que je la vois en plus, ça fait longtemps que j'étais en librairie avant, puis ensuite en bibliothèque. Puis Camilla Lackberg, elle est toujours sur le rayonnage quelque part. Mais j'ai toujours eu un peu peur de ça, donc je sais pas pourquoi. Donc je vais voir. J'aimerais ça cette semaine. Mon objectif, ce serait de au moins démarrer un polar nordique pour voir si ça me plaît. Et les Camilla Lackberg, j'ai vu qu'ils étaient en livre audio. Donc ça peut être intéressant. Et sinon, le Elma, malheureusement, de Eva Björg et Aegis de Tyr ne sont pas en livre audio. Donc, il faut que j'ai vraiment le temps physiquement de le lire. Donc, je vais aider. Alors voilà, je vais simplement introduire ce vlog. Et puis, je vais dire la petite devise habituelle à mes livres. Et allons-y! Et bonsoir, alors je vous prends en éclairage de soir, encore une fois, pour vous faire un petit rapport de ma journée qui était finalement très fructueuse en lecture, malgré le fait que je suis absolument pas en forme. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit, mais pendant mon insomnie, j'ai lu mon premier livre. Alors, je vous avertis, il y en a vraiment beaucoup. Il y a comme un roman jeunesse, puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 albums jeunesse. Je vais pas tout vous lire les résumés. Je vais vous mettre les vignettes là. Puis, je vais peut-être juste vous parler globalement des thèmes. Puis, si jamais j'ai eu des coups de cœur et tout ça. Donc, parce que sinon, ça va prendre beaucoup trop de temps. Alors, on part tout de suite. Le livre que j'ai lu pendant mon insomnie, c'était le livre Oh, la traversée de Nadine Walsh. Et c'est publié chez Planète Rebelle. Donc, c'est considéré comme un roman jeunesse et on va y aborder l'histoire de Fiona qui vient d'Irlande et qui va devoir émigrer pendant que la grande famine, donc à cause de la maladie de la pomme de terre en Irlande, et elle va devoir émigrer sans sa mère et on va voir Fiona qui va évoluer dans la traversée avec tout ce que ça comporte de maladies, d'incompréhension, de perte de repères, puis il va embarquer là-dedans toute l'espèce de... tout ce qui est lié au personnage
ben, ce qu'ils appellent des fairies, mais toutes ces créatures un peu magiques, dans le fond, en Irlande, donc Leprechaun, entre autres, là, puis plein d'autres comme ça qui vont arriver, qui vont finir par euh, peupler un petit peu cette traversée et tout ça. Donc, voilà, en gros, ce que ça donnait. Ça m'intriguait parce que c'était irlandais, puis tout ça. Puis, ça a été une bonne lecture. Bon, c'est sûr que je l'ai faite en plein milieu de la nuit, mais pourtant, j'étais très réveillée, donc c'est pas une excuse. C'était une bonne lecture. J'ai trouvé ça intéressant, mais je pense que je... En fait, c'était... Ce que j'ai compris, c'est que c'était un conte avec ce conte adapté de son spectacle éponyme, ouais. Donc, c'est l'adaptation, c'est comme une novélisation d'un spectacle qui a été fait, qui était un spectacle de conte. Et quand je l'ai lu tout le long, je me disais, c'est que c'était vraiment fait pour être un conte. C'est vraiment une structure de conte, la manière dont c'est parlé. On a l'impression que si c'était verbalisé, ce serait encore plus dynamique. Donc, je me suis juste dit, un jeune qui aborde ça, il faut quasiment qu'il se le fasse lire à voix haute parce que sinon, je pense que ça va passer un petit peu à côté de sa mission. C'est dommage parce que c'est intéressant comme idée, mais on dirait que je me dis que le support du livre papier puis roman jeunesse, j'étais pas sûre que c'était le bon. Donc, quand même une chouette découverte, mais pour moi, ça a été moins un coup de cœur. Ensuite, on va tomber dans la litanie des albums jeunesse. Tout d'abord, on va rester dans les créatures magiques. J'ai lu Le Bonnet magique de Mireille Messier et Charlotte Parent. C'est publié chez Comme des Géants. Alors, on va y retrouver, je vais regarder les noms un peu, Isaura, Isaura et Arlo, qui sont deux enfants qui vivent seuls dans la forêt, oui, oui, avec leur hérisson qui s'appelle Capucin. Et puis, un jour, le hérisson va tomber malade et les deux enfants, un peu désemparés, vont partir en quête d'un gnome magique qui aurait des pouvoirs de guérison. Et ils vont essayer pendant tout l'album d'attirer un gnome et il va y avoir un petit revirement de situation à la fin qui va expliquer le bonnet magique et qui va ultimement, potentiellement, sauver la santé du jeune hérisson. Dans le fond, ça va aborder, justement, comme je vous dis, c'est vraiment une structure de conte, là, parce qu'évidemment, deux enfants tout seuls dans la forêt avec un hérisson qui cherche un gnome magique pour pouvoir guérir leur hérisson. Je sais pas, là, ça me semble être quand même une structure de conte, donc on est plus dans le côté conte traditionnel. Et ça va évoquer évidemment les gnomes et les créatures de la forêt, donc ils vont rencontrer à la fois la faune et certaines créatures de la forêt. Donc, ce qui m'a plu le plus dans cet album-là, j'ai moins embarqué dans l'imaginaire. Peut-être que c'est parce que ça a été traduit. J'ai eu l'impression que ça venait pas, ça m'interpellait pas. C'est comme si on était d'être dans une structure de conte classique, puis peut-être que j'avais pas tous les outils pour vraiment me laisser emporter. Par contre, j'ai adoré l'univers visuel de Charlotte Parent. Donc, si jamais ça vous dit, c'est un chouette livre à feuilleter. Peut-être à lire à voix haute avec les enfants. Découverte sympathique, encore une fois. Mais ça n'a pas nécessairement été un coup de cœur pour moi. Mais j'ai trouvé ça intéressant de le découvrir. Puis comme je dis, plus particulièrement pour l'univers visuel. Ensuite, on continue. Puis vous allez, excusez-moi, entendre, j'ai la fenêtre qui est ouverte en ce moment. Et c'est un grand blitz d'agriculture, comme je vous avais déjà dit. Donc, vous entendez les machines agricoles qui ne prennent pas de repos même la nuit parce qu'ils ont une petite fenêtre d'opportunité seulement pour préparer les champs. Donc, voilà. Bienvenue dans ma vie. Ensuite, je vais vous parler, désolée, je vais vous parler d'un coup de cœur total, coup de cœur, bon ok, peut-être pas un coup de cœur, mais une excellente lecture, hilarante lecture, c'est-à-dire le cocasse Tête de cône de Sarah Howden et Carmen Mock. C'est publié chez Les Malins. Donc, ici, on va retrouver un chat qui s'appelle Jérôme et qui va se réveiller le lendemain, qui va se réveiller chez le vétérinaire et qui va se rendre compte qu'il y a comme une espèce de cône en haut de la tête, puis ça y fait une tête de cône. Puis là, on va suivre dans le fond le chat, évidemment, c'est un cône pour éviter, j'imagine, qu'il défasse ses points de suture parce qu'il a dû se faire opérer. Et on va le suivre après ça dans son quotidien, comment il est donc dramatique par rapport à ça, puis qu'il va jamais revenir comme avant, puis qu'il n'arrive plus à courir comme il faut, son odorat est complètement altéré.
Puis au fur et à mesure de l'album, on va voir qu'il découvre certains trucs, que des fois, il peut faire couler de la bouffe dans son cône, puis en avoir plein, et tout ça. Donc c'est intéressant parce que ça va vraiment être à hauteur de chat. Puis à la fin, il y a un petit revirement de situation où est-ce qu'il va finir par se faire enlever son cône, puis là, il est comme plus sûr finalement s'il avait... Il est content de ne plus avoir le cône, mais il est comme plus sûr si c'était pas finalement une excellente idée d'avoir un cône, parce que ça lui permet de faire plein de stratégies. Donc, j'ai adoré ça. Autant l'histoire, qui avait un super bon rythme, un personnage principal vraiment attachant. Bon, et c'est sûr que moi, je suis une fan des chats, donc ça m'a toujours fait rire un peu. En même temps, rire, puis j'ai toujours trouvé ça triste quand les chats ont un cône, mais bon, c'est pour leur bien, mais ça reste que ça, ça leur écrase des moustaches. C'est vraiment pas la meilleure chose, mais bon, ça, on n'a pas trop le choix. Donc, j'ai adoré l'histoire, le personnage, comme je vous dis, puis le visuel était complètement approprié. Donc, je sais pas pourquoi c'est pas un coup de cœur. Je pense que c'est presque un coup de cœur, mais peu importe. C'est vraiment à découvrir si vous aimez l'humour, si vous aimez les chats, si vous avez déjà eu un chat qui s'est battu avec un cône ou un chien, ça revient au même. Mais c'est vraiment le petit côté drama queen et stratégique des chats, beaucoup plus que le côté un petit peu des chiens qui savent juste pas quoi faire dans cette situation-là. Alors, très bonne lecture pour cet album-ci. Ensuite, on va poursuivre avec, tiens, un autre album qui a des chats, mais il n'y a pas juste des chats. C'est un album jeunesse. J'ai quasiment lu juste des albums québécois, ça a donné comme ça, ou presque en tout cas. Donc, c'est, vous allez me voir beaucoup faire ça, là, mais c'est parce que j'ai vraiment pas la forme en ce moment, puis j'arrive pas à avoir ma mémoire qui est super bonne, donc je me suis donné un petit outil ici d'ordinateur pour m'aider pour les lectures. Donc ensuite, j'ai lu Le chat, la chouette et le poisson frais de Nadine Robert, illustré par Sang Miao, et c'est chez Comme des géants, encore une fois. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. C'est une histoire un petit peu qui a des airs un peu vieillottes en raison du choix pour les illustrations. C'est vraiment une illustration vraiment vieillotte que moi j'ai pu connaître dans le temps aux éditions des Deux Coques d'Or. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Donc, c'est un chat qui va voir que sur le bord d'un étang, quelqu'un a oublié un seau de poisson dans une chaloupe. Et il va demander à la chouette comment il peut faire pour aller là. Puis la chouette, elle voudrait bien y aller, mais elle est prise, elle a les pattes prises en dessous d'un tronc d'arbre. Donc, puis le chat n'a pas l'air de vraiment s'en soucier. Donc, il n'est pas en mode genre je vais aller t'aider, oh mon Dieu pour toi. Il est juste en mode mon Dieu, qu'est-ce que je préfère pour aller chercher des poissons, ce qui est tout à fait typique. Puis la chouette va faire mine de l'aider pendant tout le long de l'album et il y aura un revirement de situation à la fin. J'ai vraiment adoré l'histoire. La seule chose qui m'a un peu moins plu, c'est étrangement parce que j'adore les illustrations vieillottes, mais là, ça allait trop chercher pour moi. C'est comme une coche trop pour moi, mais dans le sens que ça faisait comme pas Richard Scarry, mais ça faisait vraiment plus vraiment les éditions Les Deux Coques d'Or, puis je trouve ça correct, mais ça m'a un tout petit peu fait décrocher, mais pour le reste, j'ai adoré l'histoire, j'ai vraiment aimé les personnages, on est dans quelque chose de structure répétitive, donc c'est pour les tout petits, on va pouvoir deviner si on les lit avec eux autres, qu'est-ce qui va se passer potentiellement, qu'est-ce qu'ils pensent qui va se passer vers la fin, puis on a une belle petite fin surprise, donc ça, c'était une excellente découverte. Pas un coup de cœur en raison des illustrations, mais c'est juste parce que c'est moins dans mes goûts. Là. C'est pas, ça n'a pas rapport, c'est vraiment bien fait. Donc, ne boudez pas votre plaisir pour celui-là. C'est un super album. Ensuite, vous êtes toujours là? On continue. Un album vraiment déjanté que j'ai découvert. Ça me surprend vraiment, c'est très drôle. Alors, c'est l'album La page du déçu. Je pense que j'ai pas les créateurs. Ouais. J'ai-tu un créateur? On dirait que oui, mais je suis pas sûre. La page du déçu de Canizales. Et c'est aux éditions du Père Fouettard. Et là, c'est vraiment excellent. C'est un album comme je les aime, c'est-à-dire que ça va interagir avec les lecteurs. Ça, pour moi, ça a été vraiment comme... Ben, encore une fois, je ne sais pas si c'est un coup de cœur, mais presque totalement, un peu comme tête de conte. Alors, dans celui-ci, on va suivre Lion, qui est confortablement installé sur la page du dessus. Puis, tu sais, dans le fond, vous voyez, c'est un format d'album traditionnel, donc on ouvre le livre comme ça. Mais tout de suite, on voit que le lion est comme ici, donc on est obligé de lire le livre de cette manière-là, dans l'autre sens, un peu comme en format calendrier, disons. Et lui, il est sur la page du dessus, puis il dit « Ah, je suis donc bien sur la page du dessus, puis il y a plein... Tu sais, j'ai toujours tout ce qu'il veut. » Puis là, on se rend compte qu'en dessous de lui, il y a un éléphant qui le tient à bout de bras, puis plein d'autres animaux qui sont comme à son service, parce que lui, il est donc bien sur la page du dessus, puis ça va bien parce qu'il peut se faire servir. Donc, tout au long des pages, on va voir le lion qui s'exprime par rapport à ça.
qui exige des autres que les gens servent, puis les réactions, l'éléphant qui essaie de pas de lui donner du jus en même temps qu'il va le tenir, les autres qui essaient de l'aider et tout ça. Et à un moment donné, on va voir une rébellion. Et l'album va changer 3 fois le sens de lecture. Donc, il va tomber en format calendrier, il va aller après ça en calendrier inversé, puis après ça, il va aller en format à l'italienne régulier. Et j'ai adoré le fait qu'on joue vraiment avec les conventions de lecture d'un album. C'est super simple, c'est des personnages qui reviennent. On se doute un peu de qu'est-ce que c'est un petit peu pour les tout petits, mais en même temps, ça nous permet tellement d'interagir avec les enfants. Il y en a qui vont s'attarder sur certains détails. Puis ça nous permet aussi de voir que finalement, quand on est à l'aise dans une position entre guillemets supérieure, est-ce que c'est vraiment mieux si finalement il y en a d'autres qui sont en dessous de nous autres puis qui sont obligés de pédaler pour qu'on soit en haut? Donc ça, c'est la petite morale, mais c'est pas du tout didactique, point. C'est, on donne, on lance la balle au lecteur pour qu'il puisse faire ses propres déductions. Donc ça, j'ai vraiment beaucoup aimé cet album-là. Ensuite, un petit peu moins joyeux. Donc, ça a été mais indispensable malgré tout. Et j'ai trouvé ça super touchant. Puis ça, pour moi, ça a été un coup de cœur, étrangement, malgré le fait que c'était un sujet assez sombre. Donc, c'est Le nuage de papa d'Agnès de Lestrade, illustré par Stéphanie Marchal. C'est chez Alice Jeunesse. Et ça va aborder, ce livre-là, ça va aborder la dépression. Mais dans le fond, on va illustrer ça à hauteur d'enfant comme un papa qui a un nuage qui va se former tranquillement en haut de lui, puis un nuage qui va finir par envahir pas mal son espace, puis qui va faire en sorte que le nuage va lui interdire de sortir, va lui interdire d'interagir avec ses enfants et tout ça. Puis, ce que je trouve intéressant, c'est que on voit pas juste le moment de la dépression, puis potentiellement la résolution positive. On voit qu'il y a déjà eu un nuage qui a disparu, qui va revenir, qu'on essaie de le faire disparaître, puis qu'après ça, on va savoir qu'il va revenir potentiellement, mais qu'on apprend tranquillement à mieux s'outiller. Donc ça a l'air très didactique, mais c'est super bien amené. C'est narré par l'enfant, fait que c'est vraiment intéressant. On voit quand même que le père essaie gros de s'en sortir. Puis le fait de mettre ça sous forme de nuages griffonnés, peut-être que ça illustre un petit peu mieux concrètement quelque chose qui est vraiment pas concret pour un enfant. Donc ça, j'ai trouvé que c'était un travail superbe. Ça ne m'étonne pas d'Agnès de Lestrade, ni d'Alice Jeunesse comme éditeur. Et je pense que ça, c'est absolument à avoir entre les mains. J'aurais pas peur de le faire découvrir à différentes clientèles. C'est sûr que ça aborde la dépression, mais c'est pas fait dans un sens négatif. C'est pas non plus édulcoré, mais on n'est pas, comme on est justement dans l'espèce d'analogie avec le nuage, ben on est moins dans le concret. Oui, c'est sûr qu'on voit qu'à un moment donné, le père est sur le divan, mais ce qu'on le voit, c'est qu'il est sur le divan couché parce qu'il y a un gros nuage qui l'empêche de se lever. Donc, je pense que c'est vraiment bien amené. Donc ça a été vraiment pour moi un coup de cœur, un incontournable. Ensuite, lâchez pas, là, il en reste 4. Il y a eu l'album c'est dommage parce que c'était quelque chose qui m'a moins plu, mais c'est dommage parce que c'est de 2 créateurs que j'adore absolument. Donc, c'est Les 3 boucs et le troll de Mac Barnett et John Klassen et c'est publié chez Scholastic. Puis absolument, Mac Barnett et John Klassen, quand ils sont ensemble, je suis pas capable de résister, c'est excellent et tout ça. Puis cette fois-ci, j'ai moins aimé ça, mais je pense que c'est celui-là que ça reprenait un conte scandinave, je crois. Je sais pas si je l'ai ici. Interprétation du célèbre conte Les 3 boucs bourrus. Donc, ça parle d'un conte original. Donc, on va suivre un ogre, un troll. Un troll qui vit en dessous d'un pont et qui adore manger et qui est affamé. Et qui va attendre la prochaine personne qui va monter sur le pont pour aller la manger. Puis là, il va être confronté à des boucs qui vont arriver, qui sont d'une fratrie. Donc, le premier va arriver, un peu maigre, le deuxième, puis des stratégies, évidemment, qui font un peu penser à des contes classiques, même dans Les 3 petits cochons, qui vont faire en sorte que les boucs ne veulent pas se faire manger, puis qui vont essayer ils vont réussir un peu à berner le troll. Donc, ça part d'une belle idée. J'ai adoré les illustrations de John Klassen, mais c'est comme si ce conte-là m'a moins interpellée, même si techniquement, c'est pas de la faute de Mike Barnett, il a fait une adaptation. Ça m'a un peu moins interpellée. Je trouve ça intéressant, mais en même temps, pas tant que ça. Fait que finalement, c'est dommage parce que l'histoire est venue moins me chercher. Mais le visuel, évidemment, John Klassen, on se trompe jamais. Donc, ça vaut quand même le coup de le découvrir si jamais vous voulez aller dans des contes classiques un peu moins connus. Ça vaut la peine.
Puis, ne serait-ce que pour découvrir l'univers visuel de Jon Klassen. Alors, on poursuit avec le prochain album jeunesse qui s'intitule Le garçon de papier et c'est par Nicolas Digard, illustré par Carasquette et c'est chez Glénat Jeunesse. Ça, c'était intéressant. J'étais gros dans les les choses, les contextes de différence, bon, la dépression, la différence et tout ça. Mais bon, dans Le garçon de papier, c'est un garçon qui... Désolée pour le bruit. C'est un garçon qui est littéralement fait en papier. Un peu comme quand on découpe un bonhomme en papier. Donc, il est vraiment en papier. Puis, je suis désolée pour le son. Je vais essayer d'attendre que les motos passent. Je reprends. Donc, il est littéralement en papier et il trouve ça vraiment difficile d'être en papier parce qu'il se fait niaiser. Il y a des gens qui menacent de brûler. Il y a des gens qui crayonnent dessus et tout ça. Puis, il est vraiment pas heureux. Puis là, il dit à ses parents qu'il aimerait ça être un garçon normal. Puis tout ça. Puis à un moment donné, il décide de prendre un petit peu plus de contrôle sur la situation, puis il décide de se transformer. Puis là, dans le fond, ce qu'on va voir, c'est que le garçon de papier va se transformer en différentes choses grâce à l'origami. Et il va finir par trouver que finalement, le fait qu'il est en papier, s'il était capable d'explorer puis d'avoir autant d'aventures, c'est parce qu'il peut se transformer en raison du fait qu'il est en papier. Donc, évidemment, la technologie, c'est la différence. Celui-là est un peu moins subtil sur le message, mais les illustrations de Carasquette sont vraiment excellentes comme d'habitude. Puis je trouvais que c'était une belle façon d'illustrer la différence, puis d'illustrer le fait qu'en fait, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça, dans le fond, qui va faire la vraie différence. C'est pas tant qu'est-ce qui nous caractérise, c'est qu'est-ce qu'on en fait finalement. Donc, chouette découverte, bonne lecture, très bonne lecture, même pas coup de cœur, mais très bonne lecture. Donc, si jamais vous voulez un contexte particulier, ça pourrait être utilisé. Ensuite, un autre album québécois. Alors, ça s'appelle Petit museau parmi les mots de Gilles Thibault et illustré par Sophie. Puis là, moi, je peux vous dire que j'ai connu Gilles Thibault comme illustrateur, mais depuis un bon moment, il écrit. Puis quand c'est des histoires de Gilles Thibault, j'aime moins ça que quand c'était ses illustrations. Mais bon, c'est pas grave. J'ai aimé ça parce que, évidemment, je suis partie avec cet album-là parce que Petit Museau, c'est un chien, un petit chiot qui a été trouvé par Monsieur Laliberté, qui est un gardien de nuit à la grande bibliothèque de la ville. Mais oui. Et il va trouver ce petit chiot-là qui va le suivre pas à pas et qui va finir par le suivre même quand il travaille pendant la nuit, même si les animaux sont pas amis, mais bon, puis il l'aide beaucoup, puis c'est un chien propre qui ramasse ses déchets, puis qui l'aide. Puis à un moment donné, le chien va trouver des lunettes qu'il va mettre sur son nez, puis il va se rendre compte qu'il voit bien dans un livre, mais il ne comprend pas encore. Mais les deux ensemble, ils vont s'installer des soirées pour regarder des livres et tout ça. Puis à un moment donné, le petit chien va aller voir Monsieur Laliberté pour un peu lui demander qu'il lui lise une histoire. Et c'est là qu'on apprend que Monsieur Laliberté est analphabète. Donc, c'est une super belle histoire. C'est juste que j'ai adoré l'univers visuel de Sophie. C'était tout tendre et feutré, tout en délicatesse. J'ai beaucoup, beaucoup aimé la prémisse. Puis, dans le fond, je suis contente qu'on voit venir potentiellement que M. Liberté, peut-être qu'il ne sait pas lire. Mais ça s'est après ça résolu vraiment rapidement. Et j'aurais peut-être aimé ça en avoir un tout petit peu plus après. Parce que là, c'est comme si on a comme un petit peu mis cette chute-là. Puis après ça, il y a eu un moment de je vais essayer de voir si j'arrive à lire. Mais on dirait que j'aurais voulu savoir, est-ce que le chien, il lisait finalement? Parce qu'il avait des lunettes sur le nez. Est-ce qu'il lisait puis il s'en rendu compte que son maître ne lisait pas? Ou il lisait pas puis il voulait se faire lire par son maître? Bref, pour l'histoire, c'était pas tout à fait pour moi au point. Mais ça vaut vraiment la peine. Ne serait-ce que pour l'univers visuel. Puis parce que ça aborde quand même une thématique super importante. Puis, dans le fond, que ce soit pas si précisé que ça, je pense qu'on peut juste se l'inventer après ça, là, la suite avec les enfants. Là, les autres, ils ne s'enfargeront pas là, dans ce genre de détails-là. Donc, quand même, chouette découverte au niveau jeunesse. Mais pour moi, l'histoire n'était pas tout à fait assez bien ficelée pour que ça me plaise complètement. Et enfin, le dernier album que j'ai lu. Merci que vous soyez restés jusque-là. Ça va être un segment interminable, mais bon, c'est la vie. Alors, c'est le fameux livre Perdu de Maria Jo et c'est chez La Pastèque, je pense. Il me semble que c'est ça. La Pastèque. Maria Jo, Illustra Jo. Je crois que c'est chez La Pastèque, je ne suis pas certaine. Donc, celui-là, ce qu'on va voir, c'est un ours polaire qu'on va voir qui est perdu en ville. Puis là, il va essayer de retrouver son chemin.
puis les gens ne comprennent pas trop, puis il va finir par être pris sous l'aile d'une petite fille qui va la ramener à la maison parce qu'elle a des tutos ours polaires et tout ça. Ça prend un petit peu de temps avant qu'elle comprenne qu'en fait, c'est un vrai ours polaire, puis il faut vraiment qu'elle le ramène. Elle trouve une façon de le retourner, dans le fond, en Arctique, dans son habitat naturel. Alors, c'est super intéressant. L'univers visuel est vraiment le fun. Il y a différentes perspectives, justement. C'est un album qui est tout en longueur. Juste la couverture, là, comme vous pouvez voir, on a comme le gratte-ciel, mais on le voit en plongée. J'ai trouvé ça super intéressant. Aventure avec plusieurs péripéties et tout ça. Ça peut être un coup de cœur parce que ça a été comme. Je pense que, encore une fois, moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'on a pris beaucoup de temps pour la mise en place. Puis après ça, il y avait peut-être plus assez de temps. Lorsqu'on a eu comme le revirement de situation, puis la conclusion, c'est comme si j'aurais voulu que le revirement arrive un tout petit peu plus tôt, qu'on soit moins dans la structure répétitive, puis qu'on en apprenne un peu plus pour, disons, comment exactement est-ce qu'il va se rendre en Arctique. Bien, on va le savoir, là, mais je veux dire, on aurait peut-être pu passer plus de temps sur le moyen que l'ours va pouvoir ou avoir à prendre pour retourner vers les siens. Mais quand même, ça vaut la peine de le découvrir. J'ai trouvé ça vraiment sympathique. Donc, ben voilà. Donc, c'est la fin de mon blitz d'album et de lecture. Et, ben écoutez, j'étais en librairie, puis j'ai décidé de me faire plaisir, vu que j'allais pas super bien. Et d'acquérir deux livres que je vais tellement passer partout que j'ai décidé que ce serait le moment ou jamais. Alors, j'ai décidé finalement d'acquérir la fameuse adaptation BD du Cœur en braille, qui est un roman de, Pascal Reuter, qui avait été publié, je ne sais plus si chez quel éditeur, et qui était adapté par Joris Chamblin et Annelise Nalin. Donc, c'est publié chez Targo. Puis, ça a vraiment l'air intéressant. J'ai oublié la quatrième. Pour Victor, la vie au collège, c'est comme un riff de rock, à fond la caisse et sans concession, ce qui n'est pas sans lui poser quelques problèmes. Lorsqu'il fait la connaissance de Marie-Josée, génie scolaire et violoncelliste de talent, c'est tout son petit monde qui s'en trouve bouleversé. Entre les deux ados que tout oppose, une drôle d'amitié voit le jour. Mais vont-ils pouvoir cacher le terrible secret de Marie-Josée encore longtemps? Donc, c'est un album, évidemment, amitié, qui aborde l'amitié, la différence, parce que c'est pas un gros divulgage. Ben, je voulais que je ne pas vous le dire parce qu'on parle vraiment d'un secret. Mais bref, il va y avoir un secret et un sujet qui est, en fait, abordé, qui est un handicap, dans le fond. Donc, j'en parle un peu plus que ça. Je m'excuse, je vais tenir le tout parce que mon chat a essayé de sauter. Je vais vous montrer quelques planches à l'intérieur, peut-être que vous voyez le travail qui a été fait. Là, je trouve que le visuel a l'air... Déjà, juste la couverture, là, vraiment, ça me donnait envie de le lire. Ah, ça, c'est une super composition. Donc, très audacieux. Donc, j'ai vraiment hâte de lire. Voilà. Et enfin, j'ai pas pu résister. J'avais demandé à la Bibli, mais finalement, j'avais vraiment le goût de l'avoir chez moi. Puis, avec ce qu'en disait Sophie, puis il y a eu plein de bons retours par rapport à ce livre-là. Je me sentais comme vraiment, j'avais vraiment le goût de l'avoir avec moi. Donc, j'ai acheté Sous les étoiles de Bloomstone Manor de Mary Orchard. C'est chez Casterman. Et c'est publié en français dès le départ, même si le titre a l'air un petit peu anglophone. Et je vais vous lire la quatrième. Agathe Langlais a 19 ans en cette année 1898. Contrairement aux attentes de ses parents, la jeune femme boude les bals mondains et ne vit que pour l'astrophysique, qu'elle étudie en cachette avec la complicité de sa gouvernante. Alors que les Langlais viennent de quitter Londres pour s'installer à la campagne, Agathe fait la connaissance de leur excentrique voisin, Lord Nathanael Stone, dans sa demeure de Bloomstone Manor. Une rencontre qui va changer sa vie du tout au tout. En bas, c'est indiqué quête d'indépendance, amour secret, féminisme et découverte scientifique. Bloomstone Manor réserve bien des surprises. Donc, ça me tentait vraiment. Ça m'a fait penser à Miss Charity, un peu de Marie-Aude Muraille, mais ça ne doit pas être la même chose. Mais ça me disait bien. C'est quand même très aéré puisque c'est un roman jeunesse à l'intérieur. Mais quand même, un roman ado, je pense quand même. Donc voilà, c'était mes deux achats de la journée. J'avais vraiment le goût de me faire plaisir. Puis c'est ça qui s'est passé, finalement. Alors, je vais clore ce segment-là qui est complètement interminable. Mais bon, ce que j'ai oublié, c'était pas prévu du tout que je fasse un blitz de lecture d'album. Mais comme en ce moment, je suis vraiment pas en forme, ben comme ça se peut que je finisse simplement ma lecture audio. Et je sais pas si je vais pouvoir en lire d'autres en fait cette semaine, ben au moins vous allez avoir eu une mini tournée quand même de quelques lectures pour vous nourrir l'âme de lecteur. Alors je vous dis à tout de suite.
Hey, bonjour! Alors, je vous fais un petit retour parce que j'ai enfin terminé ma lecture audio. Je dis enfin parce que ça m'a pris quand même plusieurs jours, plus qu'une semaine à la terminer, puis c'est pas dans mes habitudes pour les lectures audio. Donc, c'était le fameux The Paris Library, du nom de l'auteur que j'oublie tout le temps. Je mets la petite vignette. Alors, écoutez, je ne pourrais pas vous dire beaucoup plus de détails, j'en avais quand même parlé, j'avais fait le résumé au début du vlog, puis je vous ai un petit peu parlé de ce qui se passait, mais je vous dirais qu'à partir du moment où on entre vraiment plus dans la temporalité qui est dans le passé, qui est dans le déroulement de la Deuxième Guerre mondiale, euh, ainsi qu'une autre étape dans le déroulement qui se passe dans les années 80, tout s'entremêle, tout s'entrechoque. On va se douter un peu comme je vous disais, quels peuvent potentiellement être les liens entre les deux temporalités, donc entre une certaine et mystérieuse Odile qui habite aux États-Unis dans les années 80 et une Odile qui évolue au sein de la American Library in Paris dans les années fin des années 30 et des années 40. Et je vous disais aussi que la dimension comme de romance qui était introduite me semblait un peu plaquée. Alors, je vous confirme que tout s'explique. J'ai quand même trouvé que... Bon, comment je pourrais ramener ça? Ça a été une bonne lecture. Ça n'a pas été un coup de cœur. Ça a été une bonne lecture. Je suis contente de m'être obstinée pour la terminer. C'est une période qui m'a fascinée. C'est quelque chose que je connaissais pas beaucoup, l'implication du personnel de l'American Library in Paris dans le fond, un rôle important au niveau de la communauté, puis à la limite la protection des persécutés dans ce moment-là terrible de l'histoire de l'humanité. Et le travail de recherche a été très bien fait. D'ailleurs, l'autrice, dans la version audio, l'autrice en parle à la fin dans un petit entretien sur qui elle s'est basée, les recherches qui ont été faites et tout ça. Donc, elle a vraiment travaillé en collaboration avec des gens qui travaillent encore à l'American Library in Paris, des gens qui travaillent depuis des dizaines d'années. Donc, on sent que ça a été très fouillé. Après, ça a été son choix d'essayer de le mettre en forme pour intéresser le lecteur, d'où potentiellement son choix des deux temporalités pour qu'on essaie d'intriguer le lecteur à apprendre tranquillement la révélation des secrets. Et j'imagine, et la romance qui est introduite est également un outil pour nous faire voir une autre perspective de cette époque-là. Donc, je vous en parlerai pas plus parce que je ne vais pas vous divulgacher. Et c'est correct. J'ai quand même trouvé que le ton qui est utilisé dans le roman, donc on va entendre la plupart du temps, ça va quand même être narré par Odile, ou la jeune fille qui se trouve, qui est Lily, qui se trouve dans la temporalité des années 80. Et autant la Lily des années 80 a un parler très authentique, en même temps, je n'étais même pas sûre sur les années 80 parce que c'est très conservateur comme façon de voir. Donc, la religion est très présente, on est vraiment dans le bien pensé, le bon comportement en société. Ça sort aux États-Unis, je sais qu'aux États-Unis, c'est encore comme ça dans les petites municipalités, donc c'est peut-être correct. Pour moi, ça m'était paru un peu déconnecté. Je pensais que c'était comme plutôt un peu dans l'histoire, mais comme l'autrice est américaine, j'imagine que pour elle, elle a validé puis ça devait être ça. Donc, c'est juste moi qui étais un peu désarçonnée. Donc, le ton du personnage de Lily est très authentique, ça va, c'est intéressant. Une adolescente qui vit beaucoup de choses, qui vit des deuils, qui vit l'arrivée d'une nouvelle compagne dans sa vie de famille, une compagne de son père dans sa vie de famille, avec tout ce que ça peut impliquer d'adaptation et de perception de soi et tout ça. Et par contre, le ton d'Odile, dans la section passée, je l'ai trouvé un peu... C'est là que j'ai trouvé peut-être que c'était comme très introspectif, très... En même temps, c'est peut-être correct, dans le fond. Je repense, et puis c'est dans les années... la temporalité qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, on va suivre Odile qui est toute jeune, donc qui est dans le début de la vingtaine, et qui est encore en apprentissage de qui elle est... quelles sont ses forces, quelles sont ses failles. Et c'est vraiment l'impétuosité de la jeunesse. Donc, on va retrouver un peu en parallèle avec la fameuse Lily des années 80. C'est un peu ça l'idée. Donc, finalement, à bien y penser, c'était quand même juste. C'est juste que pour moi, j'ai eu peur pendant un moment. Je trouvais que c'était très romancé. Puis je sais pas si c'était nécessaire que ce soit à ce point-là romancé, dans le sens que pour moi, ça m'intéressait d'emblée, même si ça avait été juste un roman historique. Est-ce qu'on avait besoin d'emballer tout ça dans autant de détours et de finasseries. Les bouts qui m'ont les plus intéressés, c'est les bouts qui étaient vraiment ancrés dans le fonctionnement de l'American Library, dans leur implication dans la Seconde Guerre mondiale, dans l'histoire de chacun des personnages, puis des abonnés qui se présentaient à l'American Library,
Dans la construction des personnages, vraiment, par contre, ça a été vraiment bien fait dans les deux temporalités. Donc, ça, c'est ce qui m'a intéressée. Puis je pense que c'est tout ce qui avait rapport à l'histoire, mais pour moi, la mièvrerie, bon, j'ai trouvé le bon. La mièvrerie était peut-être pas nécessaire dans ce cas-là. J'ai trouvé qu'apparemment, c'était mièvre, alors que c'est dommage parce qu'il y a eu un excellent travail de recherche. C'est un sujet qui, en tout cas, moi, que j'ai moins vu aborder, donc je trouvais ça intéressant, c'est super original. Les personnages étaient bien construits, puis c'est comme si le ton utilisé, qui est un petit peu plus mièvre, mais en même temps, ça reste que c'est comme conséquent avec l'âge des personnages principaux, mais pour moi, ça m'a un peu fait décrocher par moment. Donc, je vous dirais que c'est une bonne lecture, entre bonne et excellente, disons. Je reconnais tout le travail qui a été fait. Je suis contente de l'avoir lu. Je pense pas que je lirai d'autres livres de cette autrice-là si jamais elle en fait d'autres, mais ça m'a fait vraiment découvrir une facette de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale que j'avais pas nécessairement perçue de cette manière-là. Puis bon, ça se passait dans le milieu des bibliothèques, donc je ne pouvais qu'être d'accord et voir à quel point les racines du rôle des bibliothèques dans la communauté remontent à loin, même avant la Seconde Guerre mondiale, bien entendu. Alors voilà, c'est sûr que ça, c'est venu chercher quelque chose pour moi. Donc, le petit bilan de cette lecture. Maintenant, j'ai aucune idée vers quoi je vais me... Je vous dis ça à chaque fois. Je ne sais pas pourquoi vers quoi je vais me diriger pour ma prochaine lecture audio. Est-ce que je vais en prendre une même? Il me reste 2 jours de déplacement au travail. Donc, j'ai essayé d'en trouver peut-être des courtes. C'est ça que j'essaie de chercher. Et peut-être que je pourrais tenter le fameux Une bête au paradis de Cécile Coulomb que j'avais reçu et qui est ici, que j'avais reçu dans une box sur les conseils, une box La Cube en fait, et sur les conseils d'une libraire ou d'un libraire, je me souviens plus qui m'avait dit, parce que moi je cherchais quelque chose qui était avec la bienveillance de Daniel Pénac. Donc là, je sais que Cécile Coulomb, c'est peut-être pas exactement ça, mais bon, c'est pas grave, j'ai quand même envie de le découvrir. Puis c'est une courte lecture audio, c'est comme 5 heures, donc je me dis, puis comme je l'ai ici en poche, mais je me dis que je pourrais peut-être l'entamer, voir si ça me plaît en lecture audio, le continuer demain en lecture audio, puis le terminer rapidement comme roman cette semaine. Mais je vais voir. Sinon, si je suis vraiment désemparée, ce qui m'arrive souvent quand j'arrive à ce moment-ci de la semaine, parce que j'ai quand même eu la lecture audio que j'ai traînée sur 2 vlogs m'a quand même remué. Donc, des fois, passer d'une lecture à l'autre, c'est pas toujours évident. Sinon, j'ai toujours l'opportunité d'aller vers le défi du mois de mai du fameux Read Christie 2023. Et cette fois-ci, le thème, c'est, si je me souviens bien, un motif, donc means pour un meurtre. Et c'était la trahison. Oui, betrayal. Oui, trahison. Puis il donnait comme en référence un roman que Agatha Christie a écrit sous le pseudonyme de Mary Westmacott et c'était Unfinished Portrait. Mais ça doit être portrait inachevé en français, j'imagine. Mais je l'ai lu un peu, puis c'est vraiment comme plus de la romance, puis on dirait que ça me tentait vraiment moins. Comme vous connaissez à date maintenant, vous voyez comment je réagis quand il y a de la romance. Je me suis dit, bon, je ferais pas ça pour me mettre là-dedans. Sinon, il y avait comme histoire alternative plusieurs autres, mais que j'ai comme déjà lu ou que je vais lire plus tard relire plus tard dans l'année. Donc, il y avait Towards Zero. Et c'est un livre audio qui était lu par le fameux Hugh Fraser, dont je vous parle à chaque fois en extase, qui est, pour rappel, le comédien, entre autres, qui joue entre autres Hastings dans l'adaptation que la BBC a faite des Hercule Poirot, en fait, en mettant David Suchet à la barre de Hercule Poirot. Donc, il y aurait peut-être celui-là qui est une courte lecture. Je pourrais potentiellement le lire aussi. Donc, je vais voir dans quel mood je vais être. Je vais peut-être commencer Une bête au paradis. Si ça me plaît, je le poursuis. Si ça me plaît pas, je me rabattrai peut-être sur la Agatha Christie ou sur toute autre suggestion. Alors, je vous reviens dès que je peux. Hey, je vous reprends. Alors, on est dimanche le 14 mai. Alors, en ce jour ici, de ce côté-ci de l'océan, de la fête des mamans. Alors, pour celles qui se sentent interpellées par cette fête-là, je vous la souhaite joyeuse et pleine de bons petits moments mémorables. Même si vous allez le voir a posteriori.
l'intention est là. Alors, tout d'abord, je voulais venir vous parler d'une lecture que j'ai faite et à laquelle j'ai eu accès grâce à une plateforme que je suis en train de tenter. Là, je sais que pour tout le monde, c'est peut-être bien vieux, mais je voulais essayer. Donc, je me suis inscrite sur netgalley.fr, qui est une plateforme par le biais de laquelle certains éditeurs vont mettre à la disponibilité de certains membres de la chaîne du livre des services de presse ou des copies, des Advanced Reader Copies, donc des épreuves non corrigées, bon, je vais l'avoir en français, de façon à ce que le livre ait une certaine, qu'il y ait des retours par rapport à ça, puis qu'il y ait une certaine visibilité. Puis, ça me tentait de tenter le coup, donc j'ai commencé et j'en ai choisi un. Évidemment, je commence donc j'ai accès à moins de, de choses, mais là, ça me tentait bien. J'ai découvert un petit album jeunesse. Et juste pour la petite histoire, bon, du côté européen, cet album-là vient tout juste de paraître, donc le 18 avril dernier. Et par contre, je me suis rendu compte, étant donné que j'ai vu que c'était finalement un éditeur québécois, en fait, c'est les éditions Chouette, la collection Crack Boom. Et puis, ce livre-là est paru, nous autres, depuis un certain temps, mais je l'avais même pas vu, donc voilà, j'en profite. J'ai eu accès à cet exemplaire-là via NetGalley et je vous en parle. Donc, le livre s'intitule Voyage de nuit à la Bibli et c'est coécrit par Juliana Léveillé-Trudel, oui, l'autrice que nous connaissons entre autres pour Mirliet, et Andrew Katz. Et c'est illustré par Joseph Sherman. Donc, voilà. Et je vais vous lire la 4e de couverture qui en dit pas beaucoup, mais je vais vous la lire quand même. Ça dit: Partez avec Julia et ses amis à la recherche d'une bonne histoire pour s'endormir dans cette suite scintillante de comment attraper un ours qui aime lire. Alors voilà, c'était une suite. Deuxième chose, c'était une suite, mais je vous dirais que d'emblée, ça n'a pas du tout, pour moi, ça n'a pas, j'ai compris que les personnages qui étaient impliqués là-dedans, particulièrement Julia et l'autre personnage qui semble important, qui est l'ours Bertrand, un ours qui aime lire, j'en déduis que c'est celui-là dans le premier tome. J'ai compris que c'était passé quelque chose avant, mais c'est vraiment pas nécessaire pour comprendre l'album. Ça reste un album jeunesse entier en soi. Donc, on va retrouver Julia qui est avec ses amis, la marmotte, je crois. La moufette, la marmotte, l'écureuil. Je crois que c'est ça. Et le castor? Dur à dire. Bref, 3 amis animaliers. Et ils sont en train de faire du camping. Puis là, Julia est habituée à leur lire une histoire le soir avant de s'endormir. Et elle fouille dans son sac et, au malheur, elle ne trouve pas son livre pour l'histoire du soir. Alors là, c'est la catastrophe. Heureusement, l'ours Bertrand arrive à la rescousse sur son radeau esquif avec sa casquette de capitaine et il va leur proposer d'aller à la bibliothèque pendant la nuit. Alors, va s'en suivre une aventure sur l'eau qui va mettre en scène, je vous en dirai pas trop, mais qui va mettre en scène, entre autres, plusieurs péripéties, de nombreuses péripéties, ainsi que la découverte un peu de l'astronomie par le biais des constellations, puis comment les constellations pouvaient être utilisées en navigation sur les eaux pour se retrouver. Et bien sûr, ce qui m'a d'emblée attiré, la destination qui était la bibliothèque. Alors, écoutez, ce fut une bonne lecture. Ça n'a pas été pour moi un coup de cœur. C'était une bonne lecture. Ce que j'ai trouvé, c'est que, l'intrigue était quand même bien construite. Dès le départ, on voit arriver vraiment comme la catastrophe, puis ensuite le personnage de Salvatore, puis ensuite va s'en suivre beaucoup de péripéties. Les illustrations de Joseph Sherman sont très, très, très colorées avec beaucoup de détails, donc c'est super intéressant pour un enfant qui est un peu plus jeune de pouvoir vraiment bien distinguer dans l'histoire qu'est-ce qui va se passer, les éléments qui arrivent et tout ça. Les animaux étaient vraiment super bien faits. J'ai seulement 2 petits bémols par rapport à cette histoire-là. Premièrement, j'ai trouvé quand même, malgré que ça s'adresse à un public jeunesse, c'est quand même une histoire qui est assez longue. Donc, il y a vraiment beaucoup de péripéties. Avant qu'on arrive à la bibliothèque, c'est pas très long finalement quand on arrive à la bibliothèque. Et j'aurais pensé qu'il y avait un petit peu plus de temps qui se passe à la bibli. C'est même pas dans la bibli, mais il faut lire le livre pour comprendre. Et il y a beaucoup, beaucoup de péripéties qui vont se passer sur l'eau. Je comprends que c'est pour faire le lien avec les constellations, mais je me demande si un enfant, disons, d'âge préscolaire, va avoir l'attention suffisamment grande pour toffer, entre guillemets, toutes ces péripéties-là. Parce que c'est sûr que ça reste quand même une histoire d'une petite fille qui lit des histoires à des animaux. Ses meilleurs amis sont des animaux. Donc, oui, ça peut interpeller au-delà peut-être de 5-6 ans, mais peut-être pas tant que ça. Donc, comme le public semble être peut-être plus du, je sais pas, moi, 3-6, peut-être que du 5-6, ça va pour l'attention, mais pour les plus petits, à mon avis,
va falloir vraiment leur montrer les détails dans les images pendant la péripétie qui se passe sur l'eau parce que ça se pourrait là, que ce soit un petit peu long. Ce serait un petit bémol que j'ai par rapport à peut-être la longueur de l'histoire. Il aurait peut-être fallu faire un choix par rapport aux péripéties, là, donc pour faire en sorte que ça soit un petit peu plus resserré. Donc, c'est un tout petit bémol. Et ensuite, ben, comme je vous disais, c'est sûr que ce que ça a fait, le fait que c'était peut-être pas assez resserré, c'est que il a fallu qu'il coupe un peu, puis il n'y a pas eu beaucoup de temps qui s'est passé à la Bibli. Puis comme ça s'appelle le voyage de nuit à la Bibli, ben, je suis consciente que c'était finalement une destination ultime, mais on dirait que j'aurais aimé ça voir comment ils interagissent un petit peu plus avec ce qui est lié à la Bibli. Mais ça, c'est moi, bibliothécaire, là, qui dit ça. Mais moi, j'admets que ça m'a quand même un petit peu fatiguée parce que c'est vers ça que je m'étais dirigée en regardant avec le titre. Donc ça, c'est un petit bémol. Puis deuxième bémol, mais c'est vraiment personnel. Donc c'est pas un jugement sur le travail de création qui a été fait par l'illustrateur Joseph Sherman. J'ai trouvé que les illustrations étaient très colorées, étaient bien composées, mais j'adhère absolument pas à les personnages humains. Donc, en fait, le seul personnage humain qu'on a là-dedans, c'est Julia. Mais son expression est bizarre. On dirait que tous les animaux, c'est super réussi, les expressions, c'est évocateur. Puis le personnage humain, on dirait qu'est-ce que je pense que c'est une poupée, c'est comme pas trop clair. Fait que je sais pas si c'est juste comment le visage a été fait par rapport à la bouche, les yeux, mais ça m'a dérangé tout le long parce qu'en fait, c'est le personnage principal, donc c'est sûr que bon, donc petit bémol là. Mais sinon, donc, bonne lecture, intrigue bien construite, personnage cocasse, dynamique et illustration à découvrir. Puis voilà, donc pour le voyage de nuit à la Bibli, la petite lecture que j'ai faite. Et ensuite, j'ai également terminé en livre audio. En fait, j'ai commencé et terminé, mais en livre audio, j'ai osé finalement lire le fameux Une bête au paradis de Cécile Coulon, que j'avais reçu dans une box littéraire La Cube. Et que j'avais reçu en demandant quelque chose qui ressemblait à L'OVNI bienveillant de la saga des Malocènes de Daniel Pénac. Bon, d'emblée, je peux vous dire que, mis à part le fait que c'est une plume, Cécile Coulon écrit très bien. Elle a une excellente plume. On voit qu'elle maîtrise vraiment, vraiment, vraiment sa plume, si bien qu'elle peut entraîner le lecteur où elle le veut. Mais à part ça, là, à mon avis, s'arrête la parenté entre Cécile Coulon et Daniel Pénac. Il y a quand même un côté... c'est un petit peu une saga familiale. Donc, peut-être que il y a un petit lien quand même avec la saga des Malocènes, la valeur de la famille qui est bien importante, le lien familial. Par contre, c'est comme si c'était la saga des Malocènes qui avait pas... Ben, en fait, qu'il n'y avait pas de que Daniel Pénac n'était pas là pour remettre sur les tracks un petit peu de la positivité malgré les écueils du destin. C'est vraiment une saga familiale qui illustre la chute et la déchéance d'une famille. Donc, c'est assez particulier. Je vous avais quand même... Je crois que vous avez lu la 4e de couverture, mais dans le fond, on va suivre vraiment une famille qui est la grand-mère Émilienne qui habite dans un domaine qui s'appelle le Paradis en campagne. Et elle va avoir à s'occuper très tôt de ses 2 petits-enfants, soit Blanche et Gabriel, parce que leurs parents sont morts dans un accident de voiture alors qu'ils étaient très jeunes. Et elle va les élever du mieux qu'elle peut sur la terre. Elle va vite engager quelqu'un pour l'aider qui va être, en fait, finalement, entre guillemets, un enfant perdu, je dirais. Donc, c'est Louis, un jeune enfant du village qui a vécu beaucoup de maltraitance et qu'elle va comme prendre sous son aile comme personne engagée, mais qui va comme un peu finir par faire partie de ce clan-là, même s'il se sent toujours un peu à part. Et on va les voir évoluer à travers le temps. On va voir comment le lien entre la terre, donc le paradis, la ferme, le paradis, et les femmes de ce clan-là est tellement fort, donc Émilienne et Blanche, et ça s'exprime de façon différente. Donc, dans tous les cas, dans tous les cas, le lien que ces femmes-là ont avec la terre vont faire en sorte qu'elles vont faire des choix qui vont finalement avoir des impacts assez dévastateurs sur la suite des choses. Je ne sais pas comment vous en dire puis pas vous en dire. C'est une histoire très... au moins la première moitié, on va vraiment explorer le côté la famille en tant que telle, les liens, comment des êtres blessés peuvent se reconstruire ou en tout cas essayer de se retisser une vie, comment les blessures du passé vont avoir un impact sur nos actions tout au long de notre vie. Mais on n'est pas nécessairement dans... Il y a des choses terribles qui sont évoquées, mais on n'est pas non plus trop dans le misérabilisme ou dans le... On ne regarde pas en détail les problématiques qui sont passées. On va vraiment se concentrer sur le caractère des personnages, l'évolution des personnages. Ensuite, dans la seconde partie, on va tranquillement
des personnes extérieures au clan vont finir par se mêler, dont le fameux Alexandre, qui est un jeune garçon du village qui a vécu lui aussi une enfance un peu, pas en maltraitance, mais une enfance terne, et qui essaie de se sortir de ça de toutes les façons possibles. Donc pour lui, c'est un rapport, euh, c'est un rapport différent qu'il y a à son village natal ou par rapport à la terre. Ils n'ont jamais été vraiment propriétaires de quoi que ce soit, ce qui fait qu'on dirait qu'il y a juste besoin de se servir de la terre pour se hisser plus haut, pour se hisser ailleurs et tout ça. Et il va finir par être impliqué avec la famille par le biais de Blanche. Je vous en dirai pas plus, mais c'est vraiment cette espèce d'arrivée-là de l'extérieur dans le fameux clan des Immar, il me semble, là, qui sont Émilienne, Gabrielle, Blanche et Louis, qui est l'homme engagé qui habite à la ferme Le Paradis. C'est vraiment l'arrivée de cette personne extérieure-là à l'intérieur qui va commencer à bouleverser les choses. Et ça va ensuite complètement dériver. Alors, par la suite, dans la seconde partie, c'est très... on va assister vraiment à la chute des personnages vers peut-être ce qui leur fait le plus peur en eux-mêmes. Donc, dans la peur de la bête, entre guillemets, même si c'est pas ça qui est la bête au paradis. Je n'en parle j'en dis pas plus, mais c'est vraiment le côté sombre de la personnalité de certaines personnes qui va prendre le dessus dans la deuxième partie. Puis ça va avoir vraiment des conséquences complètement désastreuses. Donc, écoutez, c'est un livre qui donne pas beaucoup d'espoir. C'est un livre qui m'a énormément remué. C'est un livre que je recommanderais quand même, mais peut-être pas à des gens qui sont comme moi, là, qui sont super sensibles, ou alors qu'il faut vraiment être dans un moment où on est très solide au niveau émotif pour le lire. Pourquoi je le recommanderais? Parce que c'est extrêmement bien écrit. C'est simplement parce que, pour moi, ça va un poil trop loin dans se noyer dans cette espèce de perdre le contrôle, se noyer dans le côté sombre de la force, disons. Pour moi, ça va un peu trop loin, mais c'est personnel. C'est ma limite à moi est atteinte, sauf que cette plume-là de Cécile Coulon, elle est extraordinaire. Donc, si vous ne l'avez jamais découverte et que vous voulez la découvrir et que pour vous, c'est correct, cette espèce de le fait que les choses vont sombrer, disons, ben alors, allez-y. Ça se lit très bien. C'est des chapitres courts qui vont toujours débuter par une action séchée. Et là, dans le fond, ça va être en lien avec ça. Qu'est-ce qui va se passer? C'est des chapitres de souvent 3-4 pages, 4-5 pages. C'est extrêmement bien construit. Donc, vraiment, j'ai mis un 4 étoiles, mais c'est simplement parce que pour moi, ça a dépassé ma limite, mais c'est par rapport à mon expérience de lecture, parce que par rapport à la construction du roman, par rapport à la plume, par rapport à la construction des personnages, pour moi, c'est une note parfaite, là. Donc, vraiment, découvrir ça, c'est juste que moi, il y a toujours quand même l'influence du plaisir de lire qui va embarquer dans mon appréciation d'un livre, parce qu'une appréciation, ça reste quand même une part qu'on essaie le plus objectif possible, mais ça reste subjectif, hein, on va se le dire, ça demeure mon opinion, absolument pas... Je ne détiens pas les clés de la vérité. Donc, vraiment, ceci, si vous voulez le découvrir, pourquoi pas. Moi, je l'avais en édition poche parce que je l'avais reçu dans la box, mais sinon, les éditions L'Iconoclaste, ne boudez pas votre plaisir si jamais vous le trouvez à la bibli ou vous les trouvez en usager ou en librairie. Ce sont des éditions qui sont très belles. Un format un peu plus carré, papier épais, vraiment... beaucoup de marge, beaucoup d'air. Donc, ça aide peut-être quand on est dans des livres qui sont un petit peu plus prenants. Donc, boudez pas votre plaisir. Je vais mettre la vignette de la couverture de l'édition d'Iconoclaste. Donc, ben voilà. Donc, c'est ça que je voulais, c'est ce dont je voulais vous parler pour ce moment-ci. C'était mes 2 lectures. Puis, ben écoutez, je vous reprendrai sans doute d'ici la fin du vlog, mais comme aujourd'hui, on se consacre un petit peu plus au moment, ça se peut que je vous reprenne pas aujourd'hui, mais de toute façon, je vous reviens dès que possible. Et je vous prends. Alors, nous sommes le fameux lundi 15 mai et ce sera la dernière journée du vlog, comme vous êtes maintenant rendu habitué. Et je réalise que je suis passée à la bibliothèque samedi pour récupérer une réservation et j'ai oublié de vous faire un petit mini book haul. Bon, c'est pas un book haul, là. Je suis venue aller chercher 2 livres, là, mais j'ai oublié de vous les présenter. Alors, me voici avec ces livres. Alors, tout d'abord,
Parce que ma curiosité a été titillée par Rêve ta vie en lecteur au sujet de cette BD-là. Et je l'avais réservée et je l'ai reçue. Donc, c'est le tome 1 de Les Mapmakers. Donc, Les Mapmakers et La magie oubliée. C'est de... c'est écrit sur la page couverture, je crois, mais je le vois pas bien. Donc, c'est de Cameron Shintok et Amanda Castillo. Et c'est chez Kinaï, je crois. Oui, voilà. Alors, un petit aperçu. Alors, on voit que c'est un peu des teintes terreuses, je dirais. Et je vous lis la longue 4e de couverture. Préparez-vous. Parfois, c'est la magie qui te trouve. De génération en génération, les Mapmakers étaient les gardiens de la paix dans la vallée. Mais ils ont maintenant disparu depuis longtemps. De nos jours, les manteaux noirs monopolisent le pouvoir d'une main de fer. Règles, punitions et conséquences sont leurs maîtres mots. Jusqu'à cette nuit où Alidad, encore poursuivi par les manteaux noirs pour avoir encore enfreint les règles, tombe par hasard sur une porte secrète qui va la mener à une cachette magique construite par les Mapmakers. Elle va y trouver une carte de sa région et accidentellement ramener à la vie Blue, une créature magique qu'on appelle un Memory. Leur rôle était de protéger la vallée. Blue a besoin de l'aide d'Alidad pour retrouver les Mapmakers et sauver la vallée des manteaux noirs. Alidad va devoir faire un choix. S'enfuir de sa vallée comme elle en a toujours rêvé ou devenir une Mapmaker pour sauver son village. Le premier tome d'une trilogie de péripéties extraordinaires où l'on suivra Alidad dans une aventure fantastique à la découverte du monde qui l'entoure. Donc c'est une série en 3 tomes, voilà. Alors c'est du pur fantastique, je crois. Je vais quand même vous montrer un peu plus proche des planches. Celle-ci, puis j'en avais vu un autre pour les personnages. Ça me semblait intéressant comme dessin. Voilà. Alors, première BD, celle que j'avais réservée. Et j'ai vu celle-ci qui m'a vraiment interpellée pour, je crois, son visuel. Donc, c'est Lucie sous la lune. C'est de Margot Chorian et c'est chez Les Enfants Rouges. Voilà. Je vais faire comme tantôt, je vais vous présenter un petit peu. C'est en monochrome, donc c'est bleu foncé, là, c'est pas noir, bleu foncé et blanc. Et peut-être une planche. C'est assez similaire, je crois qu'il n'y a pas trop de variation dans la composition. Ah oui, quand même, il y a du sans-texte des fois. Voilà. Alors, je vous lis la 4e. Lucie est une adolescente précoce et cynique, envoyée en colonie de vacances contre son gré. Décidée à ne pas s'amuser, ses plans sont contrariés quand elle fait la rencontre de Mona, une étrange jeune fille qui l'entraîne dans la forêt toutes les nuits. Entre les veillées, les parties de loup-garou, les tirages de tarot et les histoires qu'elle se raconte dans la forêt, Lucie sent quelque chose de nouveau s'éveiller en elle au contact de Mona. Les jours pâlissent face aux nuits, mais Mona refuse toujours de répondre à une question. Pourquoi a-t-elle choisi Lucie? Et voilà, c'est donc les 2 BD que j'ai pris à la Bibli et finalement, j'ai pas pu résister à lire cette seconde BD qui est Lucie sous la lune. Donc, je l'ai lu et je l'ai vraiment beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur, mais c'est une excellente lecture. On va y rencontrer Lucie et Mona, qui sont 2 adolescentes, qui sont, adolescentes 13 ans. Puis, ils sont dans une colonie de vacances, comme ça le dit, mais ils sont comme dans les plus vieux un peu de la colonie de vacances, avec un moniteur qui s'appelle Walid, qui a 23 ans et tout ça. Puis, ils vont un peu faire leur rebelle. Donc, Mona va décider d'aller vers Lucie, peu importe que Lucie ait l'air de ne pas vouloir parler à personne. Et ils vont finir par aller se balader en forêt à toutes les nuits, puis justement développer un lien entre eux deux, alors que Lucie est très monosyllabique, elle répond jamais beaucoup, puis Mona, elle décide vraiment de tisser un lien et tout ça. Les choses vont évoluer vers un lien plus fort, surtout vers l'évolution d'un questionnement qui semble vraiment comme torturer Lucie. Puis ce que je trouve bien, c'est que à travers l'histoire, plus les émotions que Lucie ressent évoluent, et plus ça va générer des questionnements. Puis c'est représenté un peu, entre autres, à travers ses rêves ou à travers ses réflexions, comme si elle se sentait comme un loup pour les autres. Je sais pas si on voit ici, là, elle pleure, puis en dessous de l'eau, c'est comme si elle voyait qu'il y avait un loup, mais le loup, c'est elle-même. Donc, je trouvais que c'était une super belle façon d'évoquer les émotions qu'elle vivait, comment elle se sent par rapport à ça, très tourmentée. Et puis, je trouve que c'est vraiment fait, on donne la parole aux adolescentes,
J'ai pas l'impression qu'on leur met trop de paroles adultes en bouche, c'est peut-être ma perception adulte, mais ça me donne pas cette impression-là. Ça sort très authentique. C'est des mots peut-être, c'est des réflexions peut-être qui sont profondes, puis quelqu'un pourrait dire, est-ce qu'à 13 ans, on a ces réflexions-là? Ben pourquoi pas? Puis oui, il y en a qui ont ces réflexions-là, donc je trouve ça intéressant qu'on ose ça. Et puis le côté justement visuel monochrome, ça garde une espèce d'ambiance un peu sombre de nuit, mais aussi un peu d'intériorité. Et puis la fameuse Mona qui va vers Lucie, ben oui, c'est vrai qu'on va se poser la question pourquoi elle a décidé d'aller vers Lucie alors que Lucie lui donnait pas nécessairement de signes. Et puis pourquoi Lucie, malgré le fait qu'elle se retire de tout le monde, pourquoi Lucie reste finalement, malgré le fait qu'elle semble pas particulièrement vouloir aller de l'avant avec qui que ce soit, mais que Mona vient la chercher puis qu'elle reste là avec Mona et tout ça. Donc c'est super intéressant. J'ai trouvé que ça avait été fait avec justesse, avec finesse. Ça aborde vraiment une quête d'identité. Ça aborde l'orientation sexuelle. Ça aborde comment on peut se sentir perdu ou comment on peut se sentir écrasé par la perspective de la vie des fois quand on est adolescent, avec tout ce qui peut se passer en nous, si on ne laisse pas nécessairement sortir les mots ou si on n'a pas de voix pour s'exprimer. Donc, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très, 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 très intéressant. Alors, écoutez, n'hésitez pas. Vraiment, ça vaut le coup de le découvrir. Faut pas avoir peur du monochrome. C'est pas du tout tristounet. Puis, j'ai vraiment adoré ce que je vous disais par rapport au loup. En plus, là, je sais que c'est un lien, mais ils l'ont même assumé dans la quatrième de couverture. Donc, je trouve ça vraiment superbe. Une vraiment belle découverte. Je connaissais pas Les Enfants Rouges. J'ai lu quelques BD. Quelques romans graphiques de ces éditions-là, mais je connaissais pas du tout l'autrice, Margot Chorian. Donc, j'espère que je prononce bien son nom. C'est Schorjian. C'est peut-être Chorjian, mais à mon avis, c'est peut-être Chorian. Donc, écoutez, n'hésitez pas. Vraiment, belle découverte. Et ce sera la dernière lecture de ce vlog parce que, bien entendu, il est déjà très long. Alors, j'espère que cette semaine un peu spéciale, donc sous le thème de l'historique d'une avalanche d'albums jeunesse et de quelques petites acquisitions vous ont bien plu. Moi, en fait, ça m'a vraiment intéressée. J'ai bien aimé ça, pouvoir parler avec vous. Puis, je demeure au poste pour les autres semaines. N'hésitez pas, si jamais ça vous a plu, à peut-être me manifester. Vous manifester en fait en commentaire, manifester un peu de soutien si vous le désirez, si vous le souhaitez, avec le fameux petit pouce en l'air, les abonnements et tout ça. Et puis, d'ici à ce qu'on se revoit en vlog, je vous souhaite, comme à mon habitude, toujours d'excellentes découvertes littéraires, d'excellentes lectures, puis juste de profiter de la vie, quoi. À la prochaine!